Funérailles d'un ancien chef rebelle de la coordination des mouvements de l'Azawad au Mali, Sidi Ibrahim Ould Sidati a été assassiné par balle le 13 avril à Bamako pour des raisons encore inconnues. En Somalie, le bras de fer avec l'opposition s'intensifie, faisant craindre le pire pour le pays. L'opposition a mis en garde le gouvernement après la prolongation du mandat présidentiel. Et puis la justice sénégalaise a refusé une demande de libération de Hissène Habré. L'ex-président tchadien avait été condamné à perpétuité par une juridiction africaine à Dakar pour crime contre l'humanité. Bienvenue à tous dans cette édition. C'est un an pour Hissène Habré devant la justice à Dakar au Sénégal. L'ancien président tchadien, qui répond de crimes contre l'humanité, avait déposé une demande de permission pour des raisons médicales. Précision. Le 29 mars dernier, les avocats de Hissène Habré avaient déposé une demande de permission visant sa libération, une requête adressée au juge de l'application des peines au tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Un refus a été opposé à cette demande, ont indiqué dans un communiqué parvenu dimanche à l'AFP ses avocats Ibrahima Diawara et François Serres. Le juge a tenu à mettre en avant l'avis défavorable de la commission pénitentiaire consultative présidée par lui-même et composée du directeur de l'administration pénitentiaire, du directeur de la prison où est détenu Hissène Habré et d'autres membres dans le personnel pénitentiaire et la santé, ont-ils ajouté dans ce communiqué. Le raisonnement tenu pour refuser la permission est que la question de la santé est du ressort de la direction de l'administration pénitentiaire, alors que c'est bien en tenant compte des risques pour la santé que la première permission a été accordée par le même juge, ont expliqué les deux avocats qui ont dénoncé une règle de droit à géométrie variable. Hissène Habré, 79 ans, qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990, a été condamné le 30 mai 2016 à la prison à vie à l'issue d'un procès sans précédent à Dakar, après avoir été déclaré coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. Une commission d'enquête tchadienne a chiffré à 40 000 morts le nombre des victimes de la répression sous le régime Habré. Renversé en 1990, l'ex-président tchadien avait trouvé refuge au Sénégal où, sous la protection internationale, les conditions de son procès avaient été créées. Il avait été arrêté en 2013 et inculpé par un tribunal spécial instauré en coopération avec l'Union africaine. Depuis sa condamnation, il purge sa peine dans un établissement pénitentiaire de Dakar. Au Mali, l'enterrement de l'un des principaux chefs des ex-rebelles du nord du pays, Sidi Ibrahim Ould Sidati, s'est tenu dans la ville de Ber. Le président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad a été assassiné par balle le 13 avril dernier à Bamako pour des raisons encore méconnues. Reportage. C'est ici à Ber, localité située près de la ville de Tombouctou, pratiquement à 706 km de Bamako, la capitale malienne, qu'a été conduite la dépouille de Sidi Ibrahim Ould Sidati. Les funérailles auront été des plus sobres, empreintes de douleur et de tristesse, devant ses proches, parents, amis, mais aussi une forte délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad, dont il a été le président. L'ancien chef rebelle du nord du Mali repose ainsi dans sa dernière demeure. Au départ, secrétaire général du mouvement arabe de l'Azawad, le MAA, Sidi Ibrahim, originaire du nord-ouest du Mali, a adhéré par la suite à la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. C'est au nom de la dite coordination qu'il va signer le 20 juin 2015 un accord de paix avec le gouvernement malien et une coalition de groupes armés alliés à ce gouvernement, la plateforme pour restaurer la paix au Mali. Mais l'effectivité de l'application de cet accord, considéré comme capital pour sortir le pays de la crise dans laquelle il s'enfonce chaque jour un peu plus, se fait toujours attendre. Sidi Ibrahim s'en est donc allé au mauvais moment, laissant planer tout un mystère autour de son assassinat crapuleux. Les autorités maliennes sont tout de même à pied d'œuvre après l'ouverture d'une enquête afin que toute la lumière soit faite sur les circonstances exactes de son assassinat, les meurtriers ainsi que les mobiles de leur acte. On fait le bilan des dégâts sur une base militaire attaquée au nord-est du Nigeria. Pour le moment, 5 morts et 4 blessés ont été dénombrés dans cette attaque menée par des djihadistes affiliés à l'État islamique.
Des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont mis en déroute les troupes occupant un camp dans le village de Kamouya, à 35 km de Biou, chef-lieu du district du même nom dans l'État nigérien de Borno. Les terroristes ont tué 5 soldats et en ont blessé 4 lors de l'attaque de la base de Kamouya, a déclaré un des officiers à l'AFP. Ils ont mis les troupes du camp en déroute et l'ont mis à sac, a expliqué le second officier, confirmant ce bilan. Jusqu'ici, 41 soldats sont revenus, tandis que 58 sont toujours portés disparus et sont présumés s'être enfuis lors de l'attaque, a-t-il poursuivi. Des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours pour localiser les militaires manquants. Village de résidence de l'ex-chef de l'armée nigériane, le général Tukur Buratai. Kamouya a été la cible de plusieurs attaques djihadistes qui ont conduit à l'installation d'une base militaire. Des djihadistes d'ISWAP, nés en 2016 d'une scission avec le groupe Boko Haram, ont mené entre samedi et mercredi une série d'attaques sur Damasak, ville stratégique aux confins du lac Tchad, à la frontière entre le Nigeria et le Niger, tuant 20 personnes et provoquant la fuite de 65 000 habitants. Ils ont brûlé de nombreux bâtiments, nombreux des postes de police, une clinique et les bureaux de Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Depuis le début de la rébellion de Boko Haram en 2009, dans le nord-est du Nigeria, le conflit a fait près de 36 000 morts et 2 millions de déplacés. La violence djihadiste a depuis essaimé au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin. L'armée tchadienne est arrivée à bout des rebelles à l'origine de l'attaque du jour de la présidentielle. C'est du moins ce qu'annonce officiellement l'état-major des forces armées. Précision. Les forces de défense et de sécurité ont complètement détruit la colonne de rebelles qui s'est aventurée dans le nord Kanem, a assuré l'état-major dans un communiqué lu à la télévision nationale par son porte-parole. Le ratissage continue pour récupérer les derniers fuyards, a-t-il ajouté, précisant qu'un bilan serait donné ultérieurement. Il y a une semaine, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, un groupe politico-militaire tchadien à dominante Gouran, une ethnie saharienne, avait fait une incursion dans le nord du pays. Il avait revendiqué mardi la libération totale de la région du Tibesti, dans le nord du pays. Dans le massif du Tibesti et à la frontière avec la Libye, des rebelles affrontent régulièrement l'armée tchadienne. En février 2019, venus de Libye pour tenter de renverser le président Idriss Déby Itno, ils avaient été stoppés par des bombardements français sur demande de N'Djamena. En février 2008, une attaque rebelle avait déjà atteint les portes du palais présidentiel avant d'être repoussée grâce au soutien français. L'aventure des mercenaires en provenance de la Libye a pris fin comme annoncé, a assuré samedi soir sur Twitter Chérif Mahamad Zéné, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien. Les combats ont lieu à une 50aine de kilomètres de la frontière du Niger, à près de 200 kilomètres de Mao, une ville située à plus de 300 kilomètres au nord de N'Djamena, a-t-il précisé à l'AFP. La situation est calme pour l'instant. Toute la population est terrée chez elle, a indiqué à l'AFP un habitant de cette ville. Les stations d'essence et l'administration sont fermées sur instruction des autorités, a-t-il poursuivi. Dans la capitale tchadienne, 4 chars et de nombreux militaires étaient positionnés samedi soir à l'entrée nord et des véhicules militaires continuaient de sortir en direction du front, a constaté un journaliste de l'AFP. En Somalie, après le vote du Parlement en faveur de la prolongation du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, des parlementaires de l'opposition mettent en garde le gouvernement contre un probable embrasement du pays. Le reportage pour plus de précisions. La prolongation de 2 ans du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, continue de faire monter la tension. Tractations et conciliabules de tout genre vont désormais bon train dans le rang de l'opposition pour, dit-on, faire entendre raison dans la mesure du possible au président. Au devant de l'offensive en place, les parlementaires de l'opposition. Pour Abdullahi Mohamed Nord, l'un des parlementaires remontés contre la nouvelle disposition, avant le 8 février, ils reconnaissent Mohamed Abdullahi comme le président de la Somalie. Mais après le vote décrié, dit-il, ils le reconnaissent désormais comme un seigneur de guerre et un dictateur qui veut détruire le pays. Le parlementaire de poursuivre en ces termes s'il refuse la tenue d'élections pour rester à la Villa Somalia, le palais résidentiel du président, nous promettons que nous n'accepterons pas son règne. Nous sommes tous unis dans ce message et engagés à agir contre très bientôt. Au sénateur Abdi Ahmed Douhoulo de percevoir le coup de force perpétré
comme un retour à l'usage permanent des armes. C'est le début de la guerre, dit-il, mais nous exhortons le gouvernement à ne pas forcer les gens à prendre les armes contre eux. Sinon, le combat, conclut-il, est inéluctable. L'inquiétude va désormais au-delà du pays. Après plusieurs tentatives de négociations infructueuses, la communauté internationale dans son ensemble a annoncé une réévaluation de ses relations avec la Somalie. Beaucoup craignent désormais une grave période d'instabilité, voire une reprise de la guerre civile. C'est une annonce solennelle. Les Syriens vivant en Syrie ou à l'étranger pourront élire dans quelques semaines le président. Les précisions sur les dates avec le président du Parlement. J'appelle les citoyens de la République arabe syrienne vivant sur le sol syrien et à l'étranger à exercer leurs droits en élisant le président de la République arabe syrienne. La date des élections présidentielles a été fixée comme suit. Tout d'abord, les citoyens syriens vivant à l'étranger pourront voter dans les ambassades syriennes le jeudi 20 mai 2021. في السفارات السورية يوم الخميس الواقع في 20 من أيار لعام 2021 ميلادي للمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي. Les citoyens vivant en Syrie pourront voter le mercredi 26 mai 2021. من شهر أيار لعام 2021 ميلادي. En France, face à l'inquiétude sur les variants de la Covid-19, Matignon a annoncé ce week-end l'instauration d'une quarantaine obligatoire de 10 jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, de l'Argentine, du Chili et de l'Afrique du Sud. Plus de précisions à travers ce reportage. Les vols avec l'Argentine, le Chili et l'Afrique du Sud sont maintenus alors que Paris avait annoncé la suspension des liaisons aériennes avec le Brésil pour limiter la propagation d'un variant local baptisé P1, réputé plus contagieux et dangereux. Cette suspension sera prorogée jusqu'au vendredi 23 avril inclus. Pour justifier le maintien des vols avec l'Argentine, le Chili et l'Afrique du Sud, Paris dit que la présence des variants n'y atteint pas les niveaux observés au Brésil. Toutefois, les voyageurs venant de ces trois pays ainsi que du Brésil devront désormais se soumettre à un isolement de 10 jours accompagné de restrictions des horaires de sortie avec un renforcement des amendes. Cette mesure, qui sera progressivement mise en œuvre jusqu'à sa pleine entrée en vigueur samedi 24 avril, s'appliquera également aux voyageurs en provenance de Guyane et des tests antigéniques systématiques seront mis en place à l'arrivée pour les trajets de la Guyane vers les Antilles. En outre, pour les personnes arrivant de ces 4 pays et à compter du samedi 24 avril, la liste des motifs et des catégories de personnes autorisées à venir en France sera restreinte pour l'essentiel aux seuls ressortissants nationaux, leurs conjoints et enfants, et aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un pays tiers ayant leur résidence principale en France. D'autres pays pourraient venir grossir la liste. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur Sika TV.